Ce soir, un grand bonheur d'avoir Christian Mann. Donc, Christian, tout le monde le connaît, même s'ils ne le connaissent pas physiquement, mais je pense que dès que vous cherchez un mot-clé, plein de mots-clés sur Internet, vous tombez sur les sites de Christian. Toujours très bien fait, des petites vidéos, voilà, on l'accompagne dans ses déplacements en bagnole, là, c'est avec ses petites 5 minutes, quand tu les appelles déjà en voiture avec, voilà, avec moi. Voilà. Donc, il fait part de réflexions toujours très intéressantes. Je suis assez fan du blog et puis des petites vidéos. Et donc, également auteur de très nombreux ouvrages. Donc, ça veut dire, pour écrire moi-même des ouvrages, je peux vous dire que c'est un travail compliqué, c'est pas vraiment simple. Et ça force à avoir justement cette vision un petit peu prospective, à réfléchir, parce qu'on pense qu'on sait, puis au moment où on écrit, on se rend compte qu'on ne sait pas tout, en tout cas pas assez pour écrire, donc ça force à travailler. Et donc je pense que ce soir, on a beaucoup de chance d'avoir Christian, qui va nous parler alors j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un arbre logique? On s'est dit, la meilleure façon de le faire, c'est soit lire les bouquins là-dessus, soit venir ce soir à la conférence, parce que vous avez la personne la plus adaptée pour présenter. Donc Christian, je vais te laisser la parole maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Pour cette conférence, et avec la séance de questions qui suit. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. C'est un plaisir de revenir à l'IUT. Je vais utiliser pas mal d'anglicismes ce soir, et en fait, l'arbre logique que je vais vous présenter s'appelle originellement un goal tree. L'arbre des buts, si vous voulez. Ça sonne un peu moins bien en français, et je vous expliquerai pourquoi je reviens aux anglicismes. Ce soir, pour parler de cet arbre, le goal tree, j'aimerais d'abord commencer par 3 histoires absolument vraies pour planter 3 décors très différents, mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points de convergence. Donc, la première des histoires, absolument vraie, c'est une entreprise qui est prestataire de services dans des choses qui sont du contrôle non destructif. Ils sont vraiment experts dans leur domaine, il y en a très peu qui font ça. Et cette société, malgré le peu d'acteurs qu'il y a sur ce secteur-là, c'est néanmoins très concurrentiel. Et cette entité, qui fait à peu près 180 personnes, a été acquise au fil du temps, ça a été des rachats en permanence, a été rachetée par un grand groupe dont c'est absolument pas le cœur de métier, donc qui regarde ça de loin et qui se demande mais c'est quoi ce truc, d'autant que c'est pas très rentable. Par contre, c'est absolument fondamental pour l'industrie française. Et ces acteurs-là, en fait, décrochent des contrats pluriannuels qui leur permettent, en fait, de se mettre à l'abri, puisqu'une fois que vous êtes qualifié pour faire ces contrôles non destructifs, vous avez quasiment un volant d'affaires qui est assuré. Et au moment où nous avons été sollicités pour aider cette structure, eh bien, problème de rentabilité, problème aussi sur le renouvellement de cette qualification qui devait survenir l'année d'après. Et donc, nous avons été sollicités pour, je dirais, améliorer les choses, être plus compétitifs. Et la première des choses que je demande au directeur général lorsque j'arrive, pour pouvoir travailler avec ces équipes, quel est le message sur lequel je peux m'appuyer pour finalement montrer le bien fondé de notre action et les motiver. Donc, il prend un moment de réflexion et il me dit, eh bien, ce serait bien que nous survivions une autre année. Et là, c'est moi qui ai eu un blanc, parce que je me suis demandé comment j'allais finalement emmener des gens que je ne connais absolument pas, essayer de les motiver, expliquer ma présence et celle de mes collègues pour survivre une autre année. Et donc, spontanément, l'image qui m'est apparue, c'est ça. C'est un directeur général plutôt abattu, qui est sur une plateforme qui menace de s'effondrer. Jim Womack, que vous devez connaître dans l'univers du Lean, lui, il dit toujours qu'il faudrait une burning platform, c'est-à-dire quelque chose qui vous oblige à aller vers l'action, sans quoi vous allez disparaître. Ils avaient tout ce qu'il fallait, y compris les troupes qui étaient entre abattement, crainte, et puis ceux qui attendaient finalement la retraite et puis le chèque pour en profiter. Mais voilà comment cette société se présentait au moment où je suis venu. Donc, gardez ça en tête, puisqu'on va y revenir. Mais je vais vous présenter immédiatement la deuxième histoire absolument vraie, qui est un grand groupe pharma français,
dont l'unité sur laquelle nous sommes intervenus faisait environ 1700 personnes. Au niveau du groupe, un nouveau patron extrêmement agressif, et donc il fallait bouger, il fallait vraiment faire des choses pour une entité qui était pas très bien. Et finalement, ils ont lancé une grande initiative où il y avait 20 initiatives stratégiques. 20 initiatives stratégiques. Donc ces 20 initiatives stratégiques, pour les passer en revue, sachez que tout le monde voulait en être, chaque chef de service voulait évidemment avoir son sujet stratégique à mettre en avant. D'accord ? Donc à raison d'une revue, une après-midi par semaine, ça mettait à peu près 3 mois jusqu'à ce que vous puissiez passer pour présenter les avancements de votre chantier, en quelque sorte. Et évidemment, tous les chantiers n'étant pas de même importance, il y avait ceux qui étaient revus un peu plus fréquemment et ceux qui étaient très peu revus. Et donc, nous sommes arrivés là-dedans pour aider un des chantiers des 20, et c'était infernal, puisque pour attirer l'attention du directeur du site et avoir son appui lorsqu'il fallait trancher sur des décisions qui le méritaient, c'était vraiment très compliqué de pouvoir présenter les avancées et aussi les quelques décisions qui devaient être prises. Et là, l'image qui s'imposait à moi, c'est quelqu'un complètement submergé par des rapports en tous sens. Tous les acteurs des 20 sujets stratégiques essayaient de capter son attention, lui balancer des revues, des indicateurs, des tableaux de bord, etc., etc. Et bien sûr, tout cela avec les sujets du quotidien qui étaient à régler, la crise qualité, tout le reste. Donc vous imaginez ce que ce monsieur a dû subir. Et là-dedans, c'est un peu triste, puisque 2 ans à peu près après le démarrage de ces initiatives, qui ont consommé énormément de ressources, eh bien, il y a eu un plan social décidé du corporate et qui a complètement rebattu les cartes, puisque la plupart des acteurs sont partis, ont pris des gros chèques ou alors ont été amenés à prendre d'autres fonctions. Et puis finalement, tout ce qui a été fait pendant 2 ans, les 20 initiatives stratégiques, je pense qu'il n'y en a quasiment aucune qui a survécu. Gardez en mémoire, on la reverra plus tard. La troisième histoire, c'est une plus petite unité, fort sympathique, qui est très active dans le domaine de l'agroalimentaire, avec une spécialité. Ils font des levures, c'est la biochimie. Et c'est une ancienne maison, plus que centenaire, environ 300 employés sur ce périmètre-là, avec un management qui était réellement paternaliste, et une unité qui était sympathique certes, mais très endormie finalement, puisque tout allait bien. C'était un peu comme la pharma, c'est-à-dire qu'ils gagnaient très bien leur vie, ça se vendait quasiment tout seul, jusqu'au moment où ils se sont découverts un concurrent chinois qui a pris le leadership sur le marché. Là, du coup, ça a été un peu moins drôle. Est arrivé un directeur qui avait la fibre commerciale, mais néanmoins n'était pas du tout un tueur, donc il est venu, et il avait certes une vision qu'il a fait partager, sa grande ambition, son dessein. Néanmoins, lorsque je l'ai entendu proposer sa vision, qui était redevenir le leader du secteur, l'image qui s'est imposée, c'est celle-ci, puisque effectivement, il s'est présenté en général, et il a essayé de ramener ses troupes pour aller à la conquête du leadership. Simplement, les troupes n'étaient pas très motivées. Il y avait ceux qui, prudemment, se disaient « passe devant, chef », ceux qui attendaient de voir comment le vent allait tourner. Et puis, c'est là, pour ceux qui connaissent le modèle de Blessing White, c'est là que j'ai rencontré le premier hamster. Je ne sais pas si ça vous parle, les hamsters. Ils ont des métaphores très intéressantes, dont le hamster. Et le hamster, c'est facile à comprendre, c'est celui qui sommeille dans la paille, bien douillette et chaude. Et donc, il trouve pleine satisfaction dans son emploi, mais ne contribue absolument pas à la réussite de son entreprise. Donc j'en ai rencontré un, et autre chose que j'ai rencontré là-dedans, c'était un des supply chain managers, c'est peut-être bien celui qui nous tourne le dos, qui a obstinément refusé de se donner ou de dénoncer un objectif en termes de taux de service. Dans une autre entreprise, je pense qu'il aurait fini ce jour-là sa carrière. Là, non. Et nous avons bataillé avec lui, tordu le bras plusieurs fois, et finalement, on lui a imposé un taux de service au bout du bout. C'était quand même très étonnant de voir quelqu'un dans cette fonction qui refuse de donner un chiffre parce qu'il pensait que ça allait être son objectif et qu'il ne voulait pas s'engager dessus. C'était la troisième histoire. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces différentes histoires ? Eh bien, dans le premier cas,
La question qu'on peut se poser, ou l'étonnement que je partage avec vous, c'est, est-ce que c'est réellement une vision, survivre une autre année, et qui est-ce qu'on peut motiver avec cela? Eh bien, certainement pas grand monde. Et finalement, si elle avait été diffusée comme telle, qu'est-ce qu'elle aurait démontré? C'est certainement le fatalisme ou la résignation du dirigeant, et ça aurait mis certainement en exergue encore plus la résignation et le fatalisme des employés. Sur le deuxième cas, les 20 initiatives stratégiques, là nous manquons clairement d'une vision fédératrice et beaucoup trop d'initiatives dispersées qui vont consommer énormément de ressources. Et finalement, la question qu'on peut se demander, où est-ce que ça nous emmène? Pourquoi faisons-nous ça? Alors pourquoi en un mot, pourquoi en deux mots? Le pilotage centralisé, comme je vous ai raconté, était quasi impossible, beaucoup trop d'initiatives, des réunions trop peu fréquentes, et évidemment les quelques-unes qui avaient lieu dépassaient amplement le temps qui était imparti. Et donc nous sommes dans énormément de gesticulation, dans une certaine illusion de l'action, mais il n'en sort rien de concret au bout du bout. D'accord ? Et la consommation de ressources, j'en ai parlé. Le troisième cas, très bien, nous tenons une vision, mais celle-ci n'obtient pas l'adhésion des gens en dessous. Et donc, à ce stade-là, c'est une vision, certes, mais ça reste une incantation, puisque ce serait bien de redevenir leader. Et puis on se retourne, et il n'y a personne qui partage cette belle ambition. D'accord ? Donc une incantation. Ce comité de pilotage qui était incapable de se mettre en auto-allumage, donc très décevant, mais la culture de l'entreprise peut expliquer des choses. Et puis cet attentisme que j'ai trouvé, donc mes fameux hamsters, où finalement on vit très bien comme on est. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient? Oui, cette ambition, c'est très bien, mais ça reste vraiment un rêve et une incantation. Alors finalement, pour éviter ce genre de phénomène, donc on a trois cas, le manque de vision, le manque de fédération ou le manque de pilotage par les objectifs. Les questions qu'on peut se poser et ce que le sommet d'une organisation doit absolument proposer, c'est d'abord offrir une vision qui soit motivante et mobilisatrice, autrement dit, un but, une finalité. Et pourquoi avons-nous besoin de cela? Eh bien, pour deux raisons au moins. D'abord parce qu'on fait usage du principe de sens. Le principe de sens est un des 12 principes pédagogiques pour adultes. Si on n'a pas la démonstration du sens et de la finalité, on aura au mieux une adhésion forcée, c'est-à-dire on fera pour être conforme à quelque chose ou on fera sous une menace, mais ce ne sera probablement pas par adhésion personnelle, parce que l'on a compris et parce qu'on se retrouve dans ces projets. Et la deuxième raison, c'est qu'il nous faut un repère lointain et inamovible. Pourquoi ? Eh bien parce que les différentes initiatives que l'on ne peut pas toutes piloter depuis le sommet, eh bien il faut qu'elles puissent s'ajuster ou s'orienter par rapport à ce repère. D'accord ? On reparlera un peu plus tard de l'étoile polaire, chère aux lignes, ou le True North. Eh bien, lorsque l'on fournit ce repère lointain, ce but, cette finalité, tout un chacun qui l'a bien compris dans l'entreprise peut se mettre spontanément en route et aligner ses actions vers la réalisation de ce but, de cette finalité. La deuxième chose qu'il nous faut, c'est un nombre réduit d'objectifs de haut niveau. Et là encore, pourquoi ? Eh bien, vous le voyez. D'abord, pour que cette entité ou cette autorité choisisse elle-même son tableau de bord et ne se le fasse pas imposer, comme dans cette fameuse image de mon dirigeant qui était complètement submergé par des rapports, par des KPI, etc. Donc il faut que ce soit l'entité ou l'autorité qui définisse ce qu'elle va suivre. Et puis la deuxième chose, c'est imposer un certain nombre de contraintes non négociables. Alors pourquoi ? Eh bien, si vous réfléchissez un petit peu, et on va le revoir après avec ce fameux arbre, lorsque l'on va mettre les troupes en mouvement, lorsque l'on va indiquer une volonté, une finalité, il y a 1000 manières d'y arriver. Si notre finalité, tous ensemble, nous venons de fonder une entreprise, et notre finalité, c'est de faire fortune, eh bien, vendre des patates peut permettre de faire fortune. Extorquer des fonds peut permettre de faire fortune. Sauf que,
eh bien, je ne suis pas sûr que tout le monde partage les principes éthiques qui nous permettraient d'extorquer des fonds. D'accord ? C'est pareil pour une entreprise ou pour une organisation. Le fait de donner quelques objectifs de haut niveau va contraindre à rester dans un certain nombre de lignes directrices et de ne pas partir dans tous les sens et de sauter sur n'importe quelle opportunité. Il y a quand même des fondamentaux culturels que l'on souhaite conserver, et voilà un des moyens pour le faire. La troisième des choses, c'est finalement déléguer la déclinaison des actions, ou de l'identification des conditions nécessaires avant de passer aux actions, l'identification de toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions réaliser le but, et donc déployer les actions qui sont nécessaires. Et la première des raisons, c'est quelque chose qui est cher et que nous partageons avec Maurice, c'est le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, si ça ne vous parle pas, c'est en fait, dit de manière très résumée et probablement réductrice, c'est ne pas se laisser tirer vers le bas, mais bien laisser les gens qui sont en place, notamment les responsables, les encadrants, faire leur part de travail et puis pas non plus leur confisquer ce qui fait une partie de leur mission en tant qu'encadrant. Donc il ne faut pas se substituer à eux et il est nécessaire de leur laisser cette opportunité de décliner les conditions nécessaires et les actions. Toute cette introduction pour arriver finalement à un outil qui doit répondre à la question qui était ici, c'est comment faire tout ça, comment donner ces trois éléments à partir du haut de la pyramide. Et bien pour ça, je vous propose un arbre de décision logique qui, dans sa version originale, s'appelle un goal tree, et en voilà un. Voilà le goal tree. Un goal tree qui est bien sûr peuplé, les petites cases que vous voyez s'appellent des entités. Ces entités sont bien entendu totalement génériques. Il n'y avait pas lieu de vous présenter un cas réel, mais vous allez voir que vous pourrez très rapidement vous imaginer quoi mettre à l'intérieur. Alors, ce goal tree, pourquoi d'abord les anglicismes ? Eh bien, si vous vous intéressez à la question, sachez que la quasi-totalité de la littérature ou tout ce que vous allez trouver, si vous cherchez un peu à en savoir plus, ça va être en anglais. Donc ce serait vous rendre un mauvais service que de traduire avec souvent des pertes en ligne lorsqu'on fait des traductions, des choses qui sont très approximatives. Donc autant directement passer sur l'anglais, d'autant que ce n'est pas un anglais très compliqué. Donc le goal, c'est, je pense, facile à comprendre pour tout le monde. Et les facteurs critiques de succès, les conditions nécessaires, ça doit être à votre portée également, j'imagine. Et le goal tree, pourquoi donc est-ce que c'est un outil intéressant ? Eh bien regardez, nous avons tout en haut l'expression du but, qui est en fait le but ou la finalité, c'est vraiment ce que nous voulons avoir, un objectif lointain, qui doit rester quelque chose qui doit être un repère inamovible, loin dans le temps, quelque chose d'ambitieux, mais c'est aussi ce qui caractérise pourquoi l'organisation, pourquoi l'entreprise a été fondée. D'accord ? C'est sa raison d'être. En dessous, vous avez la couche de ces quelques conditions nécessaires, ce sont des conditions nécessaires, mais qui ont un rôle particulier, ce sont les facteurs critiques de succès, et ce sont les objectifs de haut niveau dont on a parlé tout à l'heure. Et puis vous voyez en bas, eh bien, ça s'ouvre en arborescence sur un ensemble de conditions nécessaires qui vont comme ça aller de plus en plus profondément. Alors, si vous étiez intrigué par les petits chiffres cerclés tout à l'heure, eh bien c'est simplement que je vous les ai remis ici pour voir la liaison entre les trois choses que nous pouvons attendre d'une direction générale ou d'une autorité au sommet de l'organisation. Et finalement, nous les retrouvons bien ici dans notre arbre, dans notre goal tree. Donc l'expression d'une finalité, d'un but, les facteurs critiques de succès, donc des objectifs de haut niveau, et les conditions nécessaires que les cadres et encadrants vont devoir travailler à partir des premiers éléments fournis. Comment ça fonctionne ? Comment le construit-on ? Eh bien, c'est relativement simple en apparence. Donc nous partons du haut, du but. Et là, c'est quelque chose qui fait écho à Stephen Covey. C'est toujours commencer avec la fin en tête. Donc c'est beaucoup plus élégant en anglais. Start with the end in mind. Donc lorsque vous allez vers un projet, comprenez bien la finalité et puis vous allez bâtir tout ce qui est nécessaire pour y arriver. C'est exactement ce que nous faisons là. Donc nous mettons tout en haut ce que nous voulons obtenir et puis nous devons nous aider avec ce que j'appelle la phrase magique
qui en français se lit donc de cette manière-ci. Pour pouvoir atteindre le but, eh bien, il nous faut 3 petits points, et vous allez commencer à énoncer quelles sont les conditions nécessaires pour que nous puissions atteindre ce but. Et en fait, ce qui est ici noté facteurs critiques de succès sont également des conditions nécessaires. Simplement, ce sont les toutes dernières conditions nécessaires juste avant d'atteindre le but. C'est pour ça qu'elles ont un statut un petit peu particulier et qu'on appelle ça les facteurs critiques de succès. Je rajoute que ces facteurs critiques de succès, il serait bien qu'ils soient exprimés sous forme d'indicateurs chiffrés, d'où ma petite histoire avec mon supply chain manager. Dans l'entreprise concernée qui voulait redevenir leader de son marché, un facteur critique de succès, c'était de pouvoir livrer avec un taux de service que son marché nécessitait et qui devait être aux alentours de 98%. Donc 98%, sachant d'où il partait, c'est clair que ça a effrayé notre fameux supply chain manager, mais si on n'atteint pas au moins 98%, no way, vous ne pouvez pas être un leader sur votre marché. C'est un disqualifiant. D'accord ? Donc voilà un exemple de facteur critique de succès. Et puis on descend. Donc si on repart sur le facteur critique de succès 1, qui serait obtenir un taux de service au niveau où nous le souhaitons, on va se poser la question, eh bien pour obtenir un taux de service de cette qualité-là, qu'est-ce qu'il nous faut? Et vous allez détailler les conditions nécessaires et ainsi de suite en cascade, sachant que nous sommes ici sur une relation qui est purement logique, puisque c'est une logique dite de nécessité. Alors, logique de nécessité, c'est une traduction littérale de l'anglais. J'ignore s'il y a un terme plus approprié en français, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, c'est absolument nécessaire, mais néanmoins pas suffisant. D'accord ? Et avant de passer au nécessaire mais pas suffisant, lorsqu'on construit un goal tree, en général, ça se passe sur des grandes feuilles de papier avec des post-it, parce que on va faire bouger les choses. Il est très facile, par exemple, de confondre des facteurs critiques de succès avec des conditions nécessaires et inversement. Donc il est plus facile de déplacer des post-it. Et bien que ce soit un exercice à base de post-it, ça n'a absolument rien à voir avec du brainstorming créatif, puisque là, nous utilisons une analyse qui est rationnelle. Nous n'essayons pas de trouver des choses qui feraient que, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour que? Donc une sacrée différence. Oui? Ça fait du sens? On parle peu d'action au niveau des conditions nécessaires, mais on parle aussi d'indicateurs. Ce sont des conditions. On ne préjuge pas de leur nature. Ça peut être des actions à mener pour atteindre cela. Pour être plus spécifique, vous pouvez les considérer comme des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir passé ce jalon ou obtenir cette condition pour pouvoir aller plus loin. Alors, ma fameuse relation logique de nécessité. Donc, en anglais, necessity-based logic. Donc, elle permet, pourquoi est-ce que nous l'utilisons? Elle permet d'inventorier l'ensemble des conditions prérequises à l'atteinte de nos objectifs. Donc, l'objectif ultime, c'est la réalisation du but, mais nous avons donc toute cette flopée d'objectifs intermédiaires que nous pouvons passer. C'est une analyse qui est totalement rationnelle, donc elle fait vraiment appel à la logique et au bon sens. Ces conditions, comme il est dit dans la deuxième puce sur la gauche, lorsqu'elles sont remplies, permettent d'atteindre les objectifs supérieurs, et si elles ne sont pas remplies, ce sont des disqualifiants. Néanmoins, elles ne sont pas suffisantes en tant que telles, puisque ce ne sont toujours que des prérequis. Et l'exemple, pour rendre ça plus tangible, c'est l'exemple qui est à droite, tout en haut. Donc, si vous souhaitez, votre but, votre objectif est de construire une maison, bâtir une maison, eh bien, supposons qu'il vous faille au moins ces 3 conditions nécessaires. C'est d'abord de disposer d'un terrain où la bâtir, c'est d'avoir obtenu le permis pour la construire et de disposer de suffisamment de matériaux pour la construire. Eh bien, le fait d'avoir une seule de ces conditions qui ne soit pas remplie, effectivement, ne permet pas de démarrer les travaux. Mais, réciproquement, il ne suffit pas d'avoir ces 3 conditions réunies pour que, spontanément, la maison se construise. D'accord ? Il faut d'autres choses. Donc, en quelque sorte, vous avez là des prérequis qui sont nécessaires mais non suffisants. Alors,
Il est dit aussi, je reviens sur la partie gauche, il est dit sous la flèche rouge que le goal tree fournit un benchmark. C'est effectivement une liste de choses à faire pour l'atteinte du but. Et c'est à cette référence que nous allons mesurer en fait la situation actuelle. Nous allons pouvoir vérifier par rapport à ces conditions que nous avons listées, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. D'accord ? Nous avons listé l'ensemble des conditions, mais finalement, où en sommes-nous ? Alors, pour ce faire, et la deuxième puce sur la gauche dit aussi que ça nous permettra de prendre des décisions pour les conditions à remplir, d'où le titre en entrée de conférence qui était « Arbre de décision ». Alors, pour ce faire, je propose de colorier le goal tree avec un système finalement très simple. Chaque fois qu'une condition est réalisée et remplie, et ceci de manière pérenne, elle va prendre un joli vert pomme qui va dire que tout va bien. Si vous avez des conditions qui sont instables ou qui ne sont pas toujours au niveau attendu, ça va plutôt prendre un orange de danger ou de signalisation que nous avons là des conditions qui ne sont pas absolument comme elles devraient être. Et si la condition est soit défaillante, soit totalement absente, nous allons la colorier en rouge. Et la règle est fort simple, c'est que finalement, un objectif ne peut prendre la couleur que la pire de celle des conditions qui lui sont subordonnées. Autrement dit, si je prends l'exemple de mon facteur de critique numéro 1, vous avez en dessous trois conditions qui lui sont requises, et elles ont trois couleurs différentes, et évidemment c'est la pire qui va donner la couleur à mon facteur critique de succès. D'accord ? Cette condition étant totalement défaillante, voire absente, on avait dit tout à l'heure qu'il suffisait qu'il y en ait une qui manque ou qui ne soit pas au point que l'on voudrait pour que ce soit un disqualifiant. Le facteur critique ne peut être que rouge, quand bien même nous en aurions une qui est en permanence au niveau attendu et une autre qui est un petit peu en ballottage, on va dire. Sur le facteur de critique 2, donc vous avez compris, il y en a une qui est orange, l'autre qui est verte, donc forcément on va être sur un facteur critique qui est orange. Et sur la partie à droite, tout va bien, puisque là l'ensemble des conditions nécessaires sont remplies de manière pérenne, et donc cette branche-là ne pose pas de problème. Donc vous allez immédiatement comprendre l'intérêt d'un management visuel de ce type-là, c'est qu'en tant que dirigeant, ou en tant que membre du comité de direction, vous allez immédiatement voir où porter votre attention. Il n'est pas nécessaire d'avoir 20 et plus indicateurs, il vous en faut un certain nombre, très peu en fait. D'accord ? Et si on vous présente cet arbre-là, vous savez, et c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions, que pour atteindre finalement notre but, eh bien, il faut verdir l'arbre. Et comment est-ce qu'on peut verdir l'arbre ? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de commencer par le bas et de remonter pour verdir finalement les différentes conditions. Pas bien compliqué. D'accord ? Donc, nous avons là une structure qui, je vous le rappelle, nous a permis de définir donc un but, une finalité, quelque chose qui est lointain, des conditions nécessaires qui sont des contraintes que l'autorité de décision va imposer pour qu'on ne parte pas n'importe où, et un ensemble de conditions nécessaires qui ont été finalement travaillées par l'ensemble des parties prenantes, et puis finalement un outil qui nous permet de dire, ben voilà, ce qui est écrit dans les différentes entités, c'est ce qu'il nous faut, et la situation d'aujourd'hui, c'est celle-ci, avec les couleurs. D'accord ? Donc finalement, pour se mettre en route et pour pouvoir travailler, eh bien, il va falloir verdir notre arbre, et il n'est pas du tout choquant, bien entendu, lorsqu'on commence avec le goal tree, sinon on n'en ferait pas. Hein. Si vous étiez très proche pour atteindre votre but, il n'a pas d'intérêt. Mais si vous commencez, il est clair que vous aurez plus de couleurs automnales que de couleurs printanières. D'accord ? Et l'objectif, évidemment, c'est de verdir notre arbre. Alors, il y a, pour revenir à la logique de nécessité, un corollaire qui me semble particulièrement intéressant et qui vraiment personnellement m'a séduit.